Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des plastiques. Alors, sont-ils nos amis ou les ennemis de notre santé? C'est ce que nous allons voir au cours de cette présentation. Alors, un bref petit historique des matières plastiques. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, regardez le site qui est noté ici. Il y a un article très intéressant intitulé Plastique et bioplastique, retour sur 200 ans d'histoire, de recherche et de développement. Et comme ça, vous en saurez encore plus. Et d'ailleurs, les quelques diapositives qui suivent, les schémas sont tirés de ce site. Voilà une répartition de la production en matière plastique sur les quatre plus grands segments de marché, l'année de référence étant 2018. Et on voit que environ 40% de la production de plastique sert pour les emballages, les bouteilles, tous les contenants. Environ 20% sert dans la construction, environ 10% pour l'industrie automobile, et puis 6,2% pour tout ce qui est électronique, certains composants dans l'informatique, etc. Voici un schéma qui illustre le devenir des matières plastiques depuis leur production de masse dans les années 50. Donc, on voit qu'il y a eu 8,3 milliards de tonnes de plastique produites depuis les années 50. Il y en a encore 2,5 milliards qui sont en stock, en usage, disons, dans les bâtiments, principalement, voilà, qui sont encore utilisés. Et puis, il y a eu 4,9 milliards de tonnes qui ont été mises en décharge. Alors, c'est souvent enfoui ou bien ça s'accumule un petit peu partout dans la nature, puisqu'il n'y a que 800 millions de tonnes qui ont été incinérées. Et dans toutes ces choses-là, il y a seulement 600 millions de tonnes qui ont été vraiment recyclées. Alors, ce sont principalement les bouteilles en plastique et puis les contenants de nos produits, comme les cosmétiques, par exemple, voilà, qui sont actuellement dans le recyclage. Donc, c'est pour vous donner quelques chiffres sur les plastiques. Et puis, donc, les plastiques, on croit que c'est très, très récent, mais en fait, dans l'histoire, on s'aperçoit que il y a toujours eu des nouvelles matières qui ont voulu être fabriquées pour différents usages. Et puis là, vous avez une petite échelle du temps qui remonte à 1840 ou un petit peu avant, avec déjà la vulcanisation qui a été faite par Goodyear un petit peu par hasard, qui a découvert le caoutchouc. Et puis ensuite, les différents composés qui ont pu être trouvés par la suite ou inventés, disons, celluloïd, le PVC, la viscose, galatite, bakélite, caoutchouc synthétique, cellophane, PVC additivé, le polystyrène aussi, là on arrive en 1931. Et puis d'autres faits marquants donc dans cette industrie au XXe siècle, le polyéthylène de basse densité donc, qui a été mis au point en 1934. C'est ce qui constitue les super patchs que nous utilisons régulièrement. Et puis le nylon, les polyuréthanes, le téflon, les silicones, le styrène, le PET, polyéthylène terephthalate, mélamine et formaldéhyde, les résines ABS, le polyéthylène de haute densité, les polycarbonates, le polypropylène, et puis des polymères super absorbants qui ont été mis au point par la NASA enfin, dans les années 60-70. Alors souvent, les nouveaux matériaux sont mis au point justement parce qu'on en a un besoin particulier. Et c'est ce qui fait qu'on découvre de nouvelles choses. Alors sans toujours faire attention à la toxicité parce que on regarde avant tout l'usage de ces matériaux. C'est souvent pour ça que c'est fait. Alors ce qui ne veut pas dire que depuis 70, il n'y a rien eu de fait. Bien au contraire, on en parlera un petit peu après. Et voilà l'évolution de la production mondiale en matière plastique entre 1950 et 2018. Donc on voit qu'en 1950, la production n'était que d'1 million, 1,35 million de tonnes. Et en 2018, on était à 359 millions de tonnes. Donc cette production de matière plastique ne fait qu'augmenter constamment. Et actuellement encore, environ 97% de cette production de plastique est d'origine de la pétrochimie, hein, d'origine pétrolière, et seulement 3% d'origine végétale. Alors, comment identifie-t-on les plastiques? Eh bien, vous trouverez sur chaque contenant en plastique ce petit triangle qu'on appelle le ruban de Möbius, hein,
qui porte un numéro au milieu. Donc, chaque numéro correspond à un plastique particulier. Donc, le numéro 1, c'est le PET, c'est-à-dire le polyéthylène terephthalate. Donc, il sert pour les bouteilles d'eau et de soda, pour les flacons de bain de bouche, par exemple, les flaconnages cosmétiques, les contenants alimentaires. Vous savez, quand vous allez dans un commerce chez votre boucher ou chez votre charcutier, quand il prend une barquette en plastique transparent, eh bien, c'est du polyéthylène terephthalate. On en trouve aussi sous forme de polyester dans les textiles. Eh bien, ce polyéthylène terephthalate, il est recyclable, mais il peut aussi libérer des substances chimiques, surtout lorsqu'il est chauffé ou dégradé. Donc, dans ce cas-là, il va pouvoir libérer des phtalates ou de l'antimoine aussi. Donc, l'antimoine, on le trouve principalement dans les bouteilles de soda. Et comme le soda est très acide, eh bien, il a tendance à faire passer l'antimoine du contenant jusque dans le soda. Et d'ailleurs, les personnes qui consomment beaucoup de soda, souvent, quand je fais un examen qu'on appelle l'oligocheck et qui consiste à mesurer ce qui se trouve dans les tissus, eh bien, on trouve de l'antimoine en excès dans la plupart des cas. Bon, l'antimoine peut être toxique à haute dose pour l'organisme, donc il faut faire attention à ça. Le numéro 2, c'est le polyéthylène de haute densité. Il sert pour les flacons de détergent, les sacs cabas qu'on utilise pour les courses, vous savez, qui sont un peu en plastique renforcé. Il sert aussi pour les bouteilles de lait, les flacons de shampoing, aussi pour les jouets. Donc, il est recyclable, il est robuste, il est résistant aux produits chimiques. Généralement, il est considéré comme sûr, mais il peut contenir quand même des additifs problématiques. Donc, lisez toujours bien les étiquettes, surtout quand vous devez donner ça comme jouet pour les enfants, par exemple. Et les enfants ont toujours tendance à mettre à la bouche aussi les différents jouets, donc faites attention et lisez bien les étiquettes. Le numéro 3, c'est le PVC ou chlorure de polyvinyle. On va le trouver dans les tuyaux, par exemple, nos tuyaux de canalisation. On peut le trouver aussi dans le film alimentaire, dans les fenêtres PVC, les cartes bancaires et aussi dans les dispositifs médicaux. Donc vous voyez que là, par exemple, on voit une poche de perfusion avec une tubulure. On se dit, bah, ça n'a pas la même rigidité que les tuyaux. Et en fait, pour assouplir ce PVC, eh bien, on utilise souvent des phtalates ou des chlorures qui vont, et surtout des phtalates qui vont assouplir ce PVC. L'inconvénient, c'est que les phtalates et les chlorures sont des perturbateurs endocriniens. Donc, ça rend le PVC flexible, mais ça a des inconvénients. Donc, sinon, c'est un produit qui peut être ou flexible ou rigide en fonction de ce qu'on veut en faire. C'est résistant, c'est peu recyclé et c'est souvent incinéré. Et donc, le PVC qu'on incinère libère de la dioxine. Donc, ça, c'est toxique. Il faut que ce soit fait dans des usines d'incinération équipées de filtres. Le numéro 4, c'est le polyéthylène de basse densité qu'on va retrouver dans les sacs en plastique très fins qu'on utilise au supermarché, enfin pour les fruits et légumes. On va le trouver dans le film alimentaire aussi, dans les différents emballages alimentaires. Et on le trouve dans nos super patchs aussi, hein, nos petits patchs qu'on colle sur la peau. C'est du polyéthylène de basse densité, donc c'est un produit qui n'a pas de toxicité connue. Il est souple, il est peu coûteux, il est résistant à l'humidité. Par contre, il est rarement recyclé parce que c'est un peu compliqué pour les filières de recyclage et ce produit est quand même assez difficile à recycler aussi. Le numéro 5, c'est le polypropylène. Donc, on le trouve dans les boîtes alimentaires réutilisables. Vous savez, toutes ces boîtes en plastique avec des couvercles souvent bien hermétiques qu'on peut utiliser aussi bien dans les placards que dans le réfrigérateur ou le congélateur. Ça passe aussi au lave-vaisselle. Alors maintenant, ils sont notés pour la plupart sans phthalate et sans bisphénol A. On le trouve aussi dans les bouchons des bouteilles en plastique, en PET. Alors, ces bouchons peuvent être recyclés très facilement, mais maintenant que les bouchons sont bien attachés au col de la bouteille, je pense qu'il doit y avoir moins de recyclage de ces produits, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Les couches pour bébé aussi peuvent contenir du polypropylène, et puis les pailles aussi traditionnelles. Donc là, on verra qu'il peut y avoir des alternatives très intéressantes aussi pour les pailles. Donc, ce produit est recyclable, il est résistant à la chaleur, il est solide, il est généralement considéré comme sûr,
mais il peut aussi, dans certains cas, contenir des additifs controversés. Donc, lisez toujours les étiquettes des produits. Le numéro 6, c'est le polystyrène. Vous savez, on l'utilise beaucoup pour les emballages, toutes les petites chips en couleur là, que l'on peut trouver dans des cartons d'emballage. On peut aussi trouver des petites cales qui ont la forme du produit pour les appareils ou les objets qui sont un petit peu fragiles. Eh bien, il va y avoir des cales dans la boîte en carton qui vont être vraiment moulées sur l'objet à protéger. Il y a des boîtes thermiques aussi qui sont beaucoup utilisées, par exemple, dans les poissonneries, pour garder le poisson au frais avec sa glace, puisque le polystyrène c'est à la fois léger et c'est un isolant thermique qui est très intéressant. Et c'est pour cette raison qu'il est utilisé aussi pour les gobelets dans certains cafés. Mais bon, l'inconvénient, c'est que quand on met du café chaud dedans, et bien au contact de ce liquide chaud, il peut libérer du styrène qui est une substance potentiellement cancérogène. Donc attention à ça. Préférez avoir un contenant en céramique ou en verre pour votre café. L'inconvénient, c'est qu'il est peu recyclable, ce polystyrène également. Et puis le numéro 7, alors c'est les autres plastiques. Il y en a de différentes sortes, comme le polycarbonate, par exemple, que l'on va retrouver dans les biberons, les CD ou les DVD, les lunettes de soleil. Alors, certains polycarbonates peuvent contenir du bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien. Vous savez, on en a beaucoup parlé il y a quelques années pour les biberons. Et donc, les biberons, en principe, maintenant, sont en polycarbonate sans bisphénol A. Et c'est un produit qui est rarement recyclable. Alors, les bioplastiques, autrement, qu'est-ce qu'on appelle bioplastique? Eh bien, ça correspond à deux choses différentes. Soit ce sont des plastiques qui sont biodégradables, mais ils sont toujours issus de la pétrochimie, donc en fait, ils vont se dégrader en particules beaucoup plus petites qu'on va appeler des nanoparticules ou des macromolécules qui risquent de devenir peut-être invisibles, mais qui n'empêchent sont présentes aussi bien dans les sols que dans l'air ou dans l'eau. Ou soit ce sont aussi des plastiques qui sont fabriqués à partir de matières premières biologiques et renouvelables, comme de la matière végétale, par exemple. Et à ce moment-là, ils peuvent être biodégradables ou non, selon leur composition. Ce n'est pas parce qu'ils sont faits à partir de matière végétale qu'ils vont forcément être biodégradables. Donc, je vous ai noté les coordonnées d'un autre site internet aussi très intéressant dont j'ai tiré cette image sur le devenir des bioplastiques. Et donc, en pratique, donc, comment repérer ces plastiques? Alors, on commence par vérifier les logos et les codes qui sont présents sur les emballages. On sait que le numéro 1, c'est du PET, donc polyéthylène terephthalate. C'est souvent ce qui est pour les bouteilles, par exemple. Faire attention aux plastiques qui sont en contact avec les aliments et privilégier des alternatives sûres comme le verre et l'inox, qui posent beaucoup moins de problèmes pour l'alimentation. Et puis, on va éviter aussi de réutiliser certains plastiques qui ne sont pas prévus pour être réutilisés. Et l'exemple, ce sont les bouteilles en polyéthylène terephthalate, les bouteilles d'eau. Normalement, elles sont faites pour un usage unique. On doit les jeter après. Donc, si vous mettez des produits alimentaires dedans, faites attention parce que plus elles vont être abîmées, surtout si les produits sont chauds, ou plus elles vont avoir tendance à se dégrader un petit peu, et plus il y a un risque de faire passer des substances nocives dans le contenu. Alors, pourquoi les identifier, ces différents plastiques? Eh bien, on va le faire pour comprendre quels plastiques sont recyclables ou non, savoir dans quelle poubelle on va les mettre. On va aussi essayer d'identifier ceux qui peuvent libérer des substances nocives, auquel cas on essaiera de les laisser de côté si on peut s'en passer. Et puis, le fait de pouvoir les identifier, ça va nous permettre aussi d'adopter des choix plus responsables en privilégiant les plastiques les moins risqués ou en optant pour des alternatives qui sont sûres comme le verre, l'inox, etc. Alors, plastique et santé, quel risque? Eh bien, on a d'abord le risque avec les perturbateurs endocriniens, que sont le bisphénol A ou les phtalates. Alors, ces perturbateurs endocriniens, ils ont un impact encore plus important à certaines périodes de la vie, comme par exemple chez la femme enceinte, chez le fœtus, chez le nourrisson, le nouveau-né.
les enfants en bas âge, les enfants en période de croissance, les adolescents. À chaque fois qu'il y a une période de croissance, à chaque fois qu'il y a un passage de la vie où les hormones où le système hormonal a une importance particulière, eh bien, les perturbateurs endocriniens, même en toute petite quantité, vont avoir un impact beaucoup plus important. Et on a de plus en plus de problèmes de troubles de la fertilité, de troubles du développement, et puis de plus en plus aussi de certaines maladies comme les diabètes, par exemple, ou les cancers hormonodépendants. Et on peut se demander si enfin, notre environnement, il n'y est pas pour quelque chose aussi dans la survenue de ces maladies. Et donc, le bisphénol A, lui, il agit comme un perturbateur endocrinien. Il va imiter les hormones naturelles et il peut perturber le système hormonal, et je vous dis, même à petite dose. Les phtalates, donc, qui sont utilisés pour assouplir le PVC, ils sont suspectés, eux, d'être toxiques aussi pour la reproduction et pour le développement. D'ailleurs, ils sont interdits dans les jouets et les objets qui sont destinés aux nourrissons. D'autant plus que, je vous dis, les nourrissons mettent tout à la bouche, donc il faut vraiment éviter ça. Il y a autrement des substances cancérogènes ou neurotoxiques, hein. Alors, cancérogène, c'est le cas du styrène, qui peut migrer dans les aliments, notamment quand il est en contact avec des liquides chauds. Je vous donnais l'exemple du gobelet de café. Donc ça, évitez. Prenez du verre, prenez une tasse en céramique, ce sera beaucoup mieux. Il est classé comme potentiellement cancérogène. Ça veut dire que sûrement on n'est pas sûr à 100%, mais s'il a été classé, ça veut dire qu'il y a de forts doutes sur son côté cancérogène et il n'aurait pas été classé s'il n'y avait pas ce point d'interrogation sur son effet cancérogène. Donc, dans le doute, il vaut mieux l'éviter. Les dioxines, elles proviennent du PVC brûlé, donc à l'incinération de ces plastiques. Il y a un dégagement de dioxines qui a des effets sur le système immunitaire et sur le développement neurologique. Alors, on ne s'amuse pas à brûler du PVC soi-même. Souvent, c'est fait dans des usines d'incinération, mais il faut qu'elles soient équipées de filtres pour récupérer donc la dioxine et que ces dioxines ne partent pas dans l'environnement. Et puis, il y a tout ce qui est nanoparticules et microplastiques, parce qu'on va les trouver dans l'eau en bouteille, on va les trouver dans les aliments, même dans l'air ambiant. Et puis, donc, ces nanoparticules, elles peuvent pénétrer dans l'organisme et atteindre des organes vitaux. Donc, les effets à long terme de ces nanoparticules et microplastiques sont encore mal connus. Il y a des études qui suggèrent un risque inflammatoire et des perturbations métaboliques. Tout ce qui rentre dans l'organisme et qui n'a rien à y faire, de toute façon, va perturber d'une manière ou d'une autre. Et même ne serait-ce qu'une inflammation un peu plus élevée que la moyenne, c'est pas souhaitable pour l'organisme. Donc là, je vous ai fait un tableau avec les plastiques qui posent le plus de risques. Vous avez donc le PVC, donc code 3, qui peut contenir des phtalates et des dioxines. Et puis les risques potentiels, donc c'est la perturbation hormonale pour les phtalates et la toxicité hépatique pour les dioxines. Le polystyrène qui contient du styrène et qui est un cancérogène suspecté. Le polycarbonate qui peut contenir du bisphénol A et donc avoir un risque de perturbation endocrinienne. Le polyéthylène terephthalate qui contient de l'antimoine et l'antimoine est toxique à haute dose. Et puis les plastiques biodégradables qui vont qui vont se dégrader en nanoparticules, dont là les risques sont mal connus, mais il y a forcément des risques sur l'environnement et sur le corps humain. Alors, on va limiter son exposition aux toxiques en évitant de chauffer les aliments dans du plastique. On évite de mettre des barquettes en plastique au micro-ondes. On va privilégier les contenants en verre, en inox ou en céramique. On va choisir des alternatives plus sûres. On va opter pour des biberons et des ustensiles sans bisphénol A ni phthalate. D'ailleurs, il existe même des biberons en verre, hein, il vaut mieux utiliser ça. On va utiliser des gourdes en inox au lieu des bouteilles en plastique. Pensez à bien les nettoyer aussi parce que autant une bouteille en plastique ou une gourde en polycarbonate transparent, donc on verra tout de suite si elle est sale à l'intérieur. La gourde en inox, on ne voit rien. C'est
pas parce qu'on met que de l'eau dedans que ça nous dispense de la laver et de la laver à l'eau chaude et de bien la désinfecter, ne serait-ce qu'avec de l'eau bouillante. On va privilégier des emballages alimentaires en papier, en tissu ciré, vous savez, à base de cire d'abeille ou avec du verre. On va éviter le plastique à usage unique et les plastiques les plus à risque. Par exemple, on peut se passer des gobelets et des assiettes en polystyrène expansé. Lisez bien les étiquettes aussi des produits en plastique et puis essayez d'éviter ceux qui contiennent des additifs chimiques suspects. Enfin, ventilez bien votre intérieur et limitez l'exposition aux poussières plastiques puisque les particules de plastique, elles vont se retrouver dans les poussières domestiques, notamment à partir des textiles synthétiques ou des meubles en plastique. Alors maintenant, est-ce recyclable ou pas? Alors, le polyéthylène terephthalate, oui, il est recyclable. Donc, on va le faire à partir des bouteilles d'eau. Eh bien, on va refaire de nouvelles bouteilles ou des textiles comme les polaires, par exemple. On a aussi le polyéthylène de haute densité qui, lui, est recyclable aussi. Donc, par exemple, à partir des bouteilles de lait, on va fabriquer des nouveaux contenants pour le lait aussi ou pour d'autres choses. On peut fabriquer des tuyaux aussi, parce que vous savez que les tuyaux, ils ne sont pas tous rigides en PVC. Il existe aussi des tuyaux souples, même pour les canalisations d'eau, qui sont en polyéthylène de haute densité. Le PVC, il est rarement recyclé, il est plus souvent incinéré. Le polyéthylène de faible densité, on peut le recycler, mais c'est difficile. C'est difficile pour plusieurs raisons, peut-être techniquement, et puis aussi la collecte de ce polyéthylène de faible densité. Donc en fait, avec des sacs plastiques, par exemple, on peut refaire du mobilier urbain ou des films plastiques quand on peut le recycler. Le polypropylène, il est recyclable. Donc, c'est les bouchons des bouteilles d'eau, par exemple, ou des bouteilles de soda. Donc, avec ces bouchons, on va pouvoir faire des pièces automobiles ou des textiles également. Le polystyrène, il est peu recyclable. Et puis, le problème, c'est que souvent, les barquettes qui sont utilisées, par exemple, pour les kebabs, ou vous voyez, c'est pour cette nourriture que vous prenez au drive, eh bien, souvent, le recyclage est complexe et souvent, c'est un frein au recyclage parce qu'il y a plein de sauces, il y a plein de choses. Et donc, dès que le contenant est souillé, il est difficilement recyclable. Et tous les autres plastiques qui ont le code 7 sont rarement recyclables. Ça dépend vraiment du type de chaque matière plastique, et puis, mais c'est souvent non recyclable. Donc, pourquoi tout le plastique n'est-il pas recyclé? Bien d'abord, à cause de problèmes techniques, puisque certains plastiques vont contenir des mélanges complexes de matériaux qui rend leur recyclage encore plus difficile. Il y a aussi le coût du recyclage, parce que pour certains plastiques, ça coûte parfois plus cher de les recycler que de produire du plastique neuf. Donc, voilà, ça peut être une bonne raison de ne pas le faire. Et puis, donc, comme je vous disais, la contamination, puisque les plastiques souillés par des aliments ou des substances chimiques ne peuvent souvent pas être recyclés. Et puis il y a aussi le manque d'infrastructures, puisque tous les pays ne disposent pas des équipements nécessaires pour recycler efficacement les plastiques. Et d'ailleurs, même en France, d'un département à l'autre, il n'y a pas forcément les mêmes infrastructures. Et quelquefois, votre pot de yaourt, avant d'être recyclé, eh bien, il va parcourir des kilomètres et des kilomètres sur la route pour aller jusqu'à une usine de recyclage où il sera peut-être recyclé. Donc, vous voyez, tout ça, ça a un coût, ça a un bilan carbone, et donc tous ces paramètres doivent être pris en compte pour savoir si on recycle ou pas. Les conséquences, c'est qu'il y en a beaucoup de pollution dans les océans. Hein, vous savez, on parle du 7e continent, là, cette espèce de tourbillon de plastique qui tourne, il me semble que c'est dans le Pacifique. Et donc, chaque année, il y a plusieurs millions de tonnes de plastique qui finissent dans les mers et qui menacent la faune marine, puisque les poissons finissent par manger du plastique ou même des nanoparticules ou des microparticules de plastique. Et finalement, nous, on retrouve ça dans la chair du poisson aussi et on finit par le consommer, nous aussi, quand on mange du poisson. Les microplastiques, eh bien, ils se fragmentent en particules invisibles qui vont contaminer l'eau, l'air et même les aliments. Et puis, il y a l'émission de CO2 aussi, puisque l'incinération des plastiques va libérer des gaz à effet de serre et des substances toxiques, hein, comme je vous disais, la dioxine quand on incinère du PVC.
Donc ça, c'est aussi une conséquence de l'utilisation des plastiques sur l'environnement. Alors, quelles alternatives au plastique? On a les bioplastiques qui sont fabriqués à partir de matières végétales comme l'amidon de maïs ou la canne à sucre. Donc certains sont compostables, mais d'autres vont rester aussi polluants que le plastique classique. Quand on peut, il vaut mieux utiliser des matériaux durables comme le verre qui est réutilisable, recyclable à l'infini sans risque pour la santé. On a aussi l'inox qui peut être une alternative pour les bouteilles et les contenants alimentaires. Et pour les textiles, eh bien, choisissez des textiles naturels comme le coton, le lin ou le chanvre. Vous pouvez avec ça remplacer les sacs plastiques pour aller faire vos courses, hein, avoir un sac en coton par exemple. Et puis certains emballages jetables peuvent être remplacés aussi par des textiles qu'on peut réutiliser aussi à l'infini. Donc les éco-gestes pour limiter les déchets plastiques, on va privilégier les produits en vrac et éviter les emballages superflus. Utiliser des sacs réutilisables et des gourdes au lieu de bouteilles en plastique. Et on va essayer de trier correctement les déchets pour améliorer leur recyclabilité. Parce que si dans une poubelle jaune, par exemple, on a mis des déchets qui n'ont rien à faire dans cette poubelle-là, et bien souvent, la totalité de la poubelle va partir à l'incinération parce que ça ne pourra pas être trié forcément correctement par la suite. Donc il faut vraiment, surtout quand il y a des poubelles collectives, il faut vraiment que chacun fasse un effort, sinon c'est la totalité de la poubelle qui va partir à l'incinération au lieu d'être recyclée. Alors les exemples de ce qu'on peut faire, par exemple, au lieu d'utiliser du film plastique pour protéger les aliments, on peut utiliser dans certains cas des couvercles en silicone. Il en existe de différentes tailles qu'on peut mettre sur un verre, sur un petit bol, sur un petit saladier. Donc l'avantage, c'est que ce sont des choses qui sont réutilisables, on les lave, on les réutilise. Et autrement, il y a des emballages en cire d'abeille aussi. Donc là, l'avantage, c'est que c'est biodégradable, parfaitement biodégradable. Les sacs plastiques, on peut les remplacer par des sacs en coton, en jute ou en papier. Donc ils vont être soit réutilisables, soit lavables aussi dans certains cas. Les pailles en plastique, on peut les remplacer par des pailles en inox, en bambou ou en pâte. Vous savez, hein, si on a un long macaroni, par exemple, ça peut faire une paille qui va être à usage unique, mais qui sera biodégradable, parfaitement biodégradable, alors que les autres vont être réutilisables. Les brosses à dents en plastique, on peut les remplacer par des brosses à dents en bambou. Et je tiens à vous faire remarquer qu'il y a un fabricant qui se trouve dans le Finistère qui s'appelle Papilly et qui a toute une gamme de produits éco-responsables avec des brosses à dents en bambou, des petites brossettes interdentaires en bambou également. Et l'avantage, c'est que c'est compostable et ça réduit les déchets. Et dans cette société, ils ont fait en sorte aussi qu'il y ait le moins possible d'emballage. Alors, si possible, limiter le plastique au maximum dans leurs produits et dans les emballages. Et puis, euh, et puis aller sur des gammes de plus en plus éco-responsables avec des instruments qui vont durer plus longtemps et qui évitent justement de jeter trop fréquemment et de racheter. Les jouets en plastique, on peut les remplacer par des jouets en bois ou en tissu. L'avantage, c'est qu'on aura des choses non toxiques et plus durables également. J'ai trouvé aussi la société Couvi qui fait des couverts que l'on peut manger. Alors, c'est-à-dire qu'on va se servir de la cuillère ou de la fourchette pour manger notre plat en pique-nique ou autre. Et à la fin du repas, on peut manger la fourchette ou la cuillère puisque c'est fait en une sorte de biscuit qui est suffisamment résistant pour qu'on puisse s'en servir et puis suffisamment mangeable pour qu'on puisse le dévorer à la fin du repas. La société Noyatec fait des couverts en plastique et des pailles également à partir de noyaux d'olive. Donc là encore, c'est assez intéressant. Donc je vous ai mis à chaque fois l'adresse du site internet pour que vous puissiez aller voir ce que c'est, comment c'est fait. Et donc il y aura certainement de plus en plus de personnes à se poser des questions et à trouver des nouvelles filières et des débouchés, parce que les noyaux d'olive, on n'en fait rien. Donc autant en faire quelque chose qui soit utilisable pour le bien de la nature.
Voilà, il y a plein de choses. Faites attention à vos produits d'entretien aussi. Vous pouvez avoir des choses à base de produits naturels et puis avec le moins possible de contenants aussi, avec des recharges plutôt que d'avoir des gros bidons qu'on jette à chaque fois. Vous voyez, c'est toute cette démarche qu'il faut avoir pour limiter au maximum les plastiques. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à aller visiter mon site internet. Vous y trouverez différentes informations sur des sujets tout à fait variés, mais toujours en rapport avec la santé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail qui est notée ici et je répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup et je vous dis au mois prochain, le mardi à 12h30 aussi, pour un prochain sujet. À bientôt.